Le gouvernement annonce l'ouverture de la campagne 2015-2016 du café. L'information a été donnée aujourd'hui au Conseil des ministres. Le prix du kilogramme du café bien séché décortiqué est fixé à 670 francs CFA. L'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui sa deuxième session ordinaire de l'année 2015. Le président du Parlement ivoirien a prononcé un discours sur l'actualité. Parmi les sujets évoqués, l'affaire Michel Gbagbo et les écoutes téléphoniques. Le président de la République s'est rendu cet après-midi sur le boulevard Giscard d'Estaing à Makori pour inaugurer l'hypermarché Place. C'est le premier hypermarché Carrefour du continent africain. Les bureaux de vote ont fermé au Rwanda. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce vendredi pour se prononcer sur une révision de la Constitution. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. La campagne 2015-2016 du café est ouverte depuis ce matin. La décision a été prise au Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le prix du kilogramme du café bien séché et décortiqué est fixé à 670 francs CFA contre 650 francs pour la campagne précédente. Jérôme Kofi-Abolin. On le sait, officiellement, le prix au kilogramme du café décortiqué est fixé à 670 francs CFA pour la campagne 2015-2016, prix revu à la hausse, soit 20 francs de plus par rapport à la campagne précédente. Décision rendue publique par le Conseil des ministres tenu ce vendredi au palais présidentiel et présidé comme d'habitude par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le prix du café décortiqué Borchamp pour la campagne de commercialisation 2015-2016 est fixé à 670 francs le kilo. Je précise que pour la campagne 2014-2015, ce prix était de 650 francs et pour l'année d'avant, donc la campagne 2013-2014, ce prix était de 620 francs. Donc cela fait 3 années de suite, là aussi, que le prix du kilo augmente, ce qui peut expliquer par ailleurs l'augmentation de la production. Toujours selon le Conseil, la présente campagne s'ouvre ce vendredi. Et puis une autre information d'importance donnée à l'occasion de ce Conseil, celle relative à la mise en œuvre du projet pilote du gouvernement sur la resocialisation d'enfants mineurs, le plus souvent enclins à la délinquance. Il s'agit en réalité de circonscrire ce que les Ivoiriens eux-mêmes appellent le phénomène des enfants microbes. Il s'agit ici d'aider ces mineurs-là, ces mineurs délinquants, à acquérir et à cultiver des valeurs morales et civiques, leur permettant de se réintégrer dans la vie sociale et de s'éloigner de la violence. Un projet pilote a été réalisé depuis décembre 2014 au Centre de rééducation des mineurs de Dabou, avec plusieurs dizaines d'enfants cibles. Cette phase du projet a consisté essentiellement en la réalisation d'actions de rééducation, l'intégration de nouveaux comportements, l'apprentissage d'un métier, etc. Les résultats sont jugés satisfaisants, donc le Conseil a décidé de la réhabilitation urgente du centre socio-éducatif de la zone 4 et de la création de 2 nouveaux centres de façon à permettre à plus d'enfants d'être concernés par ce projet de resocialisation. Le prochain Conseil des ministres est prévu dans une semaine, le mercredi 23 décembre 2015, pour plus de précisions. Après justement ce Conseil des ministres, le président de la République a mis le cap cet après-midi sur le boulevard Giscard d'Estaing à Makori. Le président Ouattara est allé inaugurer l'hypermarché Place. C'est le premier hypermarché Carrefour du continent africain. Bâti sur une superficie de 2 hectares, ce centre commercial réalisé à hauteur de 33 milliards de francs CFA a permis de créer 1350 emplois. Allez, je vous propose maintenant la réaction du président de la République, Alassane Ouattara, après cette inauguration. C'est un immense plaisir de voir une telle disponibilité de surface de shopping pour nos concitoyens. Et je voudrais vraiment remercier le directeur général et toutes les autorités, le Carrefour, les actionnaires. Je trouve qu'arrivé à une semaine de Noël, on ne pourrait pas mieux choisir le moment. Donc, je vois la section cadeaux. Je pense que nous viendrons tous ici pour prendre des cadeaux de Noël. Et je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et dire à tous vos actionnaires combien nous sommes heureux
Je crois que les Ivoiriens sont heureux et les prix ont commencé à baisser. Donc la concurrence a commencé à jouer. Donc bonne chance à nous tous. La Côte d'Ivoire est élue au programme MCC, Millennium Challenge Corporation des États-Unis, une admission qui intervient après 4 ans d'âpres négociations et de réformes. Sur 20 indicateurs, le pays en a réalisé 13, dont la lutte contre la pauvreté. Le Premier ministre a réagi à cette élection, nous explique Noël Nyagno. L'éligibilité de la Côte d'Ivoire au MCC, Millennium Challenge Corporation, c'est désormais un acquis. Depuis ce mercredi 16 décembre 2015, décision du conseil d'administration du MCC présidé par le secrétaire d'État américain John Kerry. Résultat de 4 ans de négociations et de réformes à la grande satisfaction du gouvernement ivoirien. Le programme du Compact sera un véritable levier dans le cadre de la croissance mise en œuvre au niveau du PND 2016-2020. De façon concrète, parmi l'argumentaire, le secteur de la sécurité et ses réformes. La lutte contre le racket a baissé en Côte d'Ivoire, ils l'ont noté. Et ainsi, le développement local progresse. On a changé le code de la famille, de sorte à prendre en compte la dimension genre. L'obtention de l'éligibilité au Compact Millennium Challenge Corporation, c'est une chose, mais sa mise en œuvre en est une autre. Des défis restent donc à relever. Il faut signer le compact, il faut présenter un programme valable de manière à pouvoir avoir le financement des Américains. Le Compact Millennium Corporation vise à développer et mettre en œuvre des programmes de développement financés par les États-Unis. Ces programmes doivent avoir pour objectif la croissance économique des pays bénéficiaires et contribuer significativement à la réduction de la pauvreté. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Une nouvelle usine de fabrication de ciment verra bientôt le jour en Côte d'Ivoire. L'usine sera logée à Atengué, à 30 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à la pose de la première pierre aujourd'hui. Les travaux vont coûter près de 30 milliards de francs CFA. Cette cimenterie est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie. Et en bref, une entreprise spécialisée, mais il s'agit cette fois-ci de l'industrie bancaire et financière ivoirienne qui veut apporter sa contribution effective au développement économique de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Les journées du banquier tenues hier à Abidjan s'intéressent cette année à l'inclusion financière, c'est-à-dire l'accès universel pour les particuliers, mais aussi pour les PME. Et l'objectif est de mieux profiter des avantages technologiques et numériques. On en arrive à l'un des titres de cette édition. L'Assemblée nationale a clôturé aujourd'hui sa deuxième session ordinaire de l'année 2015. Et comme il est de coutume, le président du Parlement ivoirien a prononcé un discours sur l'actualité. Parmi les sujets évoqués, l'affaire Michel Gbagbo, les écoutes téléphoniques. Guillaume Soro a dit sa part de vérité, nous explique Michel Digri. C'était certainement le discours le plus attendu depuis qu'il est président du Parlement ivoirien. Et pour cette adresse, il n'y avait pas que les députés à l'hémicycle, avec eux la société civile. Dès l'entame de son allocution, Guillaume Soro met les pieds dans le plat. Sur l'affaire des écoutes téléphoniques, que de chimères. Toutefois, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions, qui, en homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabées élues. Le second sujet qui fâche est ensuite abordé. M. Michel Gbagbo a été tant et si maltraité que son certificat médical ne révèle qu'une simple carie dentaire. Guillaume Soro se pose alors des questions sur la légalité du mandat d'amener. Quel était le but recherché? Juste m'humilier. Autrement, comment comprendre que, bénéficiant de l'immunité absolue, une telle démarche puisse être engagée? Cela est incompréhensible et relève d'un abus de pouvoir que je dénonce avec force. Toutefois, le président du Parlement ivoirien se dit prêt
à répondre devant la justice dans cette affaire lorsque la procédure se fera dans les règles de l'art, celles qui respectent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Lorsque la Commission rogatoire internationale, conformément à l'accord de coopération en matière de justice signé entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en 1961, me sera dûment notifiée, il reviendra au bureau de l'Assemblée nationale de statuer. Car au final, chers collègues, c'est à vous et à vous seuls que la décision appartient. C'est vous qui aurez le dernier mot s'il s'agit de me présenter à la justice de mon pays. Et ce jour-là, il sera comme il lui plaira à la juge française de venir en Côte d'Ivoire pour assister un juge ivoirien, seul qualifié pour m'entendre. Notre reporter Michel Digré a recueilli quelques réactions de députés après ce discours du président de l'Assemblée nationale. Nous les écoutons. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est un homme de combat qui n'accepte jamais le reniement. Il ne peut pas laisser humilier la Côte d'Ivoire. Donc son discours est un discours épatant et qui nous fait plaisir parce que c'est un combattant et nous attendions à ce discours. Il faut respecter les pays, il faut respecter l'Afrique. Il a démontré que la procédure n'est pas normale et donc il a résisté. Pour nous, c'est une fierté d'avoir un président comme Soro. Le silence assourdissant était très embêtant pour tous les Ivoiriens en général parce que nous ne savions pas réellement sur quel pied danser. Maintenant, nous avons écouté sa version, nous avons compris. Nous en tirons chacun, je suppose, les conclusions qui nous gréent le plus, mais en tout cas, pour ma part, je suis satisfaite. Il était rentré, ça faisait plus d'une semaine, donc il était temps qu'il se livre, il l'a fait. Je crois que nous sortons d'ici libérés. Il a donné la version qu'il connaît avec des preuves à l'appui, et je pense qu'il faut en tenir compte pour aller de l'avant dans cette Côte d'Ivoire qui a besoin vraiment d'aller de l'avant pour le développement, pour l'épanouissement de tous les Ivoiriens. Et je vous livre un communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Yigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière qui se tiendra le lundi 21 décembre 2015 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour des travaux de la 4e session extraordinaire de l'année 2015. Le service d'aide et d'assistance aux réfugiés avec l'appui du HCR organise le rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens. L'opération a commencé aujourd'hui. Près de 700 réfugiés ivoiriens retournent au Bercail, nous dit Christelle Menat. Ce 18 décembre 2015, 700 Ivoiriens rentrent chez eux. Ils étaient pour la plupart réfugiés depuis 2011 au Libéria voisin. Le rapatriement volontaire, organisé par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, avec l'appui du Haut Commissariat pour les réfugiés, reprend ainsi après une interruption en juillet 2014. La frontière Côte d'Ivoire-Libéria étant toujours fermée depuis l'épidémie d'Ebola, 2 couloirs humanitaires ont été aménagés pour ce rapatriement. En traversant le fleuve Cavali qui sépare les 2 pays, ces Ivoiriens laissent derrière eux une vie souvent difficile. La vie là-bas était difficile pour nous les réfugiés. Voilà. Parce qu'on n'avait pas il n'y avait pas de travail à faire. Pour pouvoir travailler, il faut faire des caniveaux. Bon, pour nous autres qui ne pouvons pas faire des caniveaux, vraiment c'était très dur. Je suis très content d'amener mes enfants au pays parce qu'ils ne connaissent pas chez moi au pays. Donc j'amène mes enfants au pays, je suis très content. Pour accueillir ces désormais retournés, une délégation du Sahara, conduite par le secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, mais aussi des représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Des retournés qu'ils vont tour à tour rassurer face à ce nouveau départ qu'ils prennent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès indéniables dans des domaines qui concernent en particulier les rapatriés. Les problèmes liés à la restitution des terres, des biens meubles ou des maisons confisquées, où des mécanismes pratiques ont été mis en place, le domaine de l'indemnisation des victimes avec la mise en place de la CONARI. Le HR a en fait une préoccupation spéciale, celle de faire en sorte qu'aujourd'hui, suite à la décision par le gouvernement de rendre obligatoire l'éducation des enfants jusqu'à 16 ans, que tous les enfants rapatriés ivoiriens puissent bénéficier aussi de cette mesure véritablement révolutionnaire
en étant réintégrés dans le système scolaire ivoirien sans problème majeur. Le gouvernement ivoirien ne s'est pas contenté et ne s'est pas limité à vous faire traverser le Cavali. Le président de la République a mis en place une commission chargée d'organiser non seulement votre retour, mais de prendre en compte les préoccupations que vous avez exprimées. Une commission est en train de travailler pour faire une saine évaluation des préoccupations que vous avez exprimées relativement aux fonciers et aux biens que vous avez perdus pour que le gouvernement s'en occupe par le biais de la CONARIV. 240 000 réfugiés sont déjà rentrés du Libéria depuis 2012. Sur les 38 000 restants, 11 000 ont exprimé le souhait de rentrer chez eux dès que possible, répondant ainsi à l'appel du président de la République. 1500 pourront passer Noël chez eux. Dès janvier, les convois du HCR en provenance du Libéria vont se poursuivre. D'autres réfugiés continueront d'arriver au fil des semaines. On connaît les auteurs de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le 5 décembre dernier. Plusieurs ordinateurs et documents, on se souvient, ont été emportés par le feu. Eh bien, les auteurs ont été identifiés grâce aux caméras de vidéoprotection installées par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Témoignage signé Abou Sanogo. L'on se souvient de l'incendie qui a ravagé les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des écrans d'ordinateur, des mobiliers et plusieurs documents administratifs sont partis dans les flammes. Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 décembre. Un individu rôde devant les bâtiments. Sandwich en main, il suit les mouvements des autres étudiants qui pour la plupart s'empressent à regagner leur domicile. À 22 heures, il se retire et fait appel à son complice qui lui attend depuis dans un coin reculé de l'université. Nous sommes entre 23h et 0h30. Ils font le guet, s'assurent que tout le monde est parti. Puis arrive 3h du matin. Muni d'un récipient rempli d'essence, il passe à l'action. L'un déverse le contenu de son récipient le long du bâtiment et disparaît. L'autre arrive et y met le feu. Les services de la scolarité de l'université Félix Houphouët-Boigny partent en fumée. Ces deux individus ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance du Centre de coordination des décisions opérationnelles. Une enquête est alors ouverte en vue de les rattraper. Pour toutes informations les concernant, appelez le Centre de coordination des décisions opérationnelles au 20 22 49 17, 20 22 53 45 ou le 20 25 00 40. Plus de 295 millions de francs CFA, c'est la somme saisie par la brigade spéciale des douanes. Ces billets de banque en coupure de dollars et euros ont été retrouvés entre les portières du véhicule des fraudeurs Kadi Fadiga Fofana. Lutte contre la sortie des devises, la brigade spéciale des douanes saisit plus de 295 millions de francs CFA, soit des billets de banque en coupure de 476 000 dollars et 15 000 euros. Suite à un appel anonyme, la brigade spéciale des douanes, en collaboration avec la brigade moto, a intercepté à Maféré 2 individus à bord d'un véhicule transportant ces devises en partance pour le Ghana. C'est seulement après une fouille minutieuse que cette fraude douanière a été découverte entre les portières du véhicule. Les occupants étaient vraiment sereins, imperturbables. À un moment donné, nous, on était découragés. Comme l'informateur était vraiment sûr de son affaire, on est arrivé à notre base et on a commencé à faire la fouille. C'est ainsi, dans les portières, nous avons découvert un sachet et contenant cet argent. C'est illicite le fait de transférer de l'argent, parce que ça doit faire l'objet d'une déclaration. On paye des frais, tout et tout, puis ça sort. Mais ils n'ont pas fait l'objet, ils ont pris de l'argent. C'est une fraude organisée. On dit on prend nos sommes d'argent, on s'en va au Ghana, on ne sait pas, c'est un blanchiment d'argent, bien quoi, le réseau est là. Et nous sommes à pied d'œuvre même pour démanteler tout ça. S'agissant des échanges avec les pays de la CEDEAO, en la matière, il est recommandé de passer par la voie bancaire. À défaut, pour ceux qui veulent se rendre dans cette zone avec de la liquidité, ils ne sont autorisés qu'avec un montant inférieur ou égal à 1 million de francs CFA.
Passons à un autre sujet avec ce communiqué de la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts rappelle aux propriétaires, personnes physiques de terrains nus, maisons, appartements et magasins que le paiement de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2015, initialement prévu pour le 15 décembre 2015, est exceptionnellement prorogé au 31 décembre 2015, délai de rigueur. Par conséquent, il les invite à se rendre dans les recettes des impôts du lieu de situation de leurs biens immobiliers pour s'acquitter du paiement de leurs impôts fonciers. Par ailleurs, le directeur général précise que ces personnes bénéficieront de la réduction de 25% si elles payent leur impôt dans le délai prescrit. Depuis plusieurs jours, les usagers peinent à se faire établir des documents au palais de justice, une situation causée par la grève entamée par les greffiers qui réclament l'application de la loi portant sur le nouveau statut et la libération de 2 de leurs collègues. L'Alliance des structures syndicales et mutualistes des greffiers de Côte d'Ivoire invite ces grévistes à reprendre le travail. On écoute la déclaration. Vu le vote de la loi numéro 2015-492 du 7 juillet 2015 portant statut des greffiers, vu les négociations avec le cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, depuis le vote de la loi susvisée. Attendu qu'en vue de la prise du décret d'application de la dite loi, l'Alliance a été associée à la rédaction d'un projet consensuel avec le cabinet ministériel. Que la dernière séance de travail, en date du 9 décembre 2015, entre l'Alliance et le cabinet, a abouti à la consolidation d'un document définitif préservant au mieux les intérêts de la corporation des greffiers. Que ce document consensuel a été communiqué au service de la primature pour des ajustements techniques avec les différents ministères en charge de l'économie et du budget. Attendu cependant qu'en marge de ce processus, certains de nos camarades, prenant prétexte que le dossier tarde à connaître un aboutissement, ont initié un arrêt de travail sans se référer aux acteurs de gestion du dit dossier. Attendu que nous déplorons des débordements liés à cette situation qui ont conduit à l'arrestation de 2 de nos collègues, que malgré tout, nous menons des démarches allant dans le sens de leur libération. Attendu que le prolongement de cet arrêt de travail est de nature à entraver aussi bien les acquis du document consolidé avec la tutelle que les démarches effectuées pour la libération de nos collègues. Attendu par ailleurs que la nation ivoirienne ne saurait être privée indéfiniment de sa justice pour un dossier en cours de règlement. En conséquence, invite tous les greffiers de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès le vendredi 10 décembre 2015, invite M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, à donner des instructions fermes en vue d'assurer la sécurité des greffiers sur leur lieu de travail. Présente enfin ses excuses les plus sincères à la population ivoirienne pour les désagréments causés par cet arrêt de travail. Fait à Abidjan le jeudi 17 décembre 2015, le porte-parole. Nous partons à présent au Maroc où se tient le Forum des médias sur le continent. Le thème de cette rencontre, images et opportunités. L'objectif est d'impliquer les médias dans leur ensemble au processus de développement des États africains. Mais comment y parvenir? La question a été abordée lors de différents panels toute cette journée, nous explique Franco Adio. Un plateau d'experts, d'hommes de médias, d'économistes au chevet de l'Afrique. Pour mieux penser le développement, il faut susciter l'investissement et les médias sont un secteur envisagé. D'où le thème du forum sur les médias africains de Marrakech, images et opportunités. Je pense qu'il appartient aux médias et aux journalistes africains de contribuer justement à améliorer l'image qu'ils renvoient. Et ça passe, en ce qui concerne les journalistes donc, et les médias, à plus de responsabilité. De la responsabilité et de la rigueur, panacée de base pour améliorer sainement l'image de l'Afrique. Montrer qu'aujourd'hui, en 2015, il y a des pays en Afrique où d'énormes efforts ont été faits, d'énormes réalisations dans tous les domaines. Susciter l'investissement et l'aide extérieure, mais il faut avant tout compter sur soi. C'est tout l'enjeu. Ce forum nous invite à nous prendre en charge, à essayer de donner par nos actions positives une image positive, crédible de l'Afrique. Mais cela a un prix, le travail. Et je pense qu'il faut avoir la capacité à aller au-delà des obstacles, parce que des obstacles, on les aura toujours. Il faut convaincre nos gouvernants, nos dirigeants, nos décideurs de notre capacité professionnelle à construire des outils viables. C'est le premier gros challenge. Accompagner le développement par les images, les écrits, les commentaires,
Quoi de plus noble? Mais le journaliste, par exemple, ne devrait pas glisser dans la propagande, ne pas trahir sa plume, à ne pas perdre de vue. Un bon journaliste, je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas là pour dire j'ai une idée, une thèse, je vais essayer de la prouver avec l'information que je vais aller chercher. C'est quelqu'un qui va dire voilà, il y a une info, je la vérifie, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle n'est pas juste, je fais toutes ces vérifications-là et à ce moment-là, je peux la transmettre. La déontologie au service du développement, tout est chantier. Le forum prend fin le 19 décembre. Le prix Africa SM Champion Award, organisé au Kenya, est un concours qui fait la promotion de jeunes talents africains. Cette année, le prix a été attribué à une association de jeunes entrepreneurs ivoiriens. Leurs activités, la fabrication de divers types d'objets, notamment des chaussures, des sacs à partir de fibres de bananier issues d'une machine inventée par eux, découverte avec Patrick Asamoah et Kone Pagassoro. Avec la tige de bananier, produire des fibres pour la fabrication des divers produits dérivés, c'est la trouvaille de ce jeune Ivoirien. Lorsque j'allais sur les marchés, je voyais les tiges de bananes elles-mêmes sur les marchés. J'ai vu les petites filles faire des tresses avec les tiges de bananes en tapant. Ce qui m'a inspiré et après j'ai approfondi mes recherches. Cette idée novatrice va rencontrer le savoir-faire de Fiouet, une start-up ivoirienne spécialisée dans la production d'emballages écologiques. Un coup d'essai devenu un coup de maître. Nous avons participé à 2 prix. Le prix de la meilleure start-up au Kenya, où nous avons reçu un prix de 10 000 $ et 5 000 $ en renforcement de capacité. Et au Mozambique, nous avons occupé la 3e place sur 14 start-up. Et nous avons également obtenu un accompagnement, un mentorat de 6 à 7 mois et un reportage qui sera passé sur des chaînes internationales. Cette innovation est la défibreuse des troncs des bananiers. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ça ajoute de la valeur. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Ses capacités sont limitées. C'est d'ailleurs un signe de sous-développement que dans un pays, tout le monde veuille entrer à la fonction publique. Et ce qui crée la richesse, ce sont les systèmes concrets. Présentation du prix au CDT et montrer qu'à travers ce prix, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Le centre de démonstration et de promotion des technologies est né de la coopération ivoiro-indienne. Hors de la Côte d'Ivoire, les bureaux de vote ont fermé au Rwanda. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes ce vendredi pour se prononcer sur une révision de la Constitution. Et si le oui l'emportait, cela autoriserait l'actuel président Paul Kagame à briguer un 3e mandat et de diriger le Rwanda jusqu'en 2034. Gabriel Zani. Oui ou non pour le maintien de Paul Kagame au pouvoir? Les Rwandais ont été appelés à en décider par voie référendaire. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut les bureaux de vote. Malgré la publication jeudi sur le site du Parlement, ils sont peu les Rwandais qui connaissent le détail du nouveau test. L'essentiel pour eux est de participer au vote. Je vais voter oui pour que le président se représente. Nous voulons être encore dirigés par lui. Il a lancé la mutuelle de santé, le programme Une vache par famille et beaucoup d'autres choses. Nous les Rwandais, nous avons vu le changement. Nous voulons que ça continue dans ce sens. Comme pour donner l'exemple, l'actuel président s'est rendu aussi aux urnes. Les articles 101 et 102 sont les favoris de ce référendum. Modifiés en plus d'autres articles, ils autorisent potentiellement Paul Kagame à se maintenir pendant 17 ans supplémentaires à la tête du pays. Sur la question de ce référendum, il se prononce. Ce qui se passe est le choix du peuple. Il faut demander aux gens ce qu'ils veulent. À l'origine de ce scrutin, dont le résultat est connu d'avance, une pétition signée par plus de 3 millions de Rwandais permettant à Paul Kagame de briguer un 3e mandat. À la suite, les députés rwandais ont adopté jeudi 29 octobre 2015 à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution dans le même sens. Même si l'article 101 de la nouvelle Constitution limite à 2 les mandats présidentiels, l'article 172 stipule que ces réformes n'entreront en vigueur qu'en 2024. Avant cela, il y a une période transitoire de 7 ans, ce qui permettra à Paul Kagame de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 si le oui l'emporte à l'issue du référendum.
Et en sport, en bref, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack, est passé aux aveux dans l'affaire pour laquelle il est mis en examen pour corruption passive et blanchiment aggravé. Face aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, le dirigeant sénégalais, âgé de 82 ans, explique dans le détail la procédure qui lui a permis de recevoir de fortes sommes d'argent de la part de la Fédération russe. Didier Drogba en route pour Londres, un déplacement d'urgence ce jour même que d'aucuns interprètent comme le retour de l'ex-capitaine sous les couleurs des Bleus. Aucune information officielle pour l'heure. Didier Drogba rejoint-il sa famille à Londres pour les fêtes de fin d'année ou a-t-il reçu une proposition de son ex-club à réchausser les crampons ou peut-être à réintégrer le staff managérial après le départ de José Mourinho viré hier? Les jours ou peut-être les heures suivantes nous situerons. En attendant de savoir, moi, je vous retrouve demain à 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.